L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Écho des campagnes, le podcast d'Écosystème. Je suis Arnaud Richard, cofondateur d'Écosystème. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être chez Thomas d'Outreligne, agriculteur sur son exploitation, en compagnie de Caroline de Roclaude, directrice de communication de l'Allemand Plantcare. Merci Thomas de nous accueillir sur ta ferme. Peux-tu te présenter ton parcours et ton exploitation ? Donc c'est Thomas d'Outreligne, effectivement, j'habite à Pressiamont, j'ai une ferme que j'exploite à Pressiamont. Pressiamont, c'est un petit hameau de la commune de Marolles dans l'Oise. On est limitrophe avec la Seine-et-Marne et l'Aisne. Donc moi personnellement, j'ai un parcours extérieur à la ferme, c'est-à-dire que j'ai travaillé 10 ans à l'extérieur suite à mes études qui étaient plutôt sur de la gestion agricole et comptabilité. J'ai travaillé 10 ans à l'extérieur en tant que commercial et ensuite chargé de projet au sein de la société L'Allemand, qui est une société productrice de micro-organismes. Et c'était dans le domaine agricole, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à ce qui se fait à l'extérieur, à l'agriculture de conservation notamment. Et donc je suis revenu sur l'exploitation depuis 2 ans, donc je suis fraîchement installé. Je travaille toujours avec mon père qui va bientôt partir à la retraite. Et donc cette exploitation agricole basée dans l'Oise en fait, a été reprise dans les années 30 par mon arrière-grand-père qui est venu de Belgique et qui a défriché parce que c'était des fermes d'abbayes et des fermes de monastères qui étaient en friche à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et donc de là s'est montée la ferme familiale. Mon grand-père a repris, a innové, a trouvé des nouveaux marchés, notamment de l'arboriculture. Et ensuite, mon père a optimisé tout ça, en raison des usages qui se faisaient à l'époque, une meilleure rentabilité. Et moi, j'arrive sur l'exploitation, donc je suis la 4e génération. Le but, c'est de trouver des nouveaux marchés, de nouveau, parce qu'on sait faire de l'agriculture conventionnelle, mais au prix actuel, il est difficile d'avoir une rentabilité forte sur nos exploitations, à part l'épiphénomène Ukraine qui nous a permis d'avoir des valorisations plus importantes sur du blé conventionnel. Je ne pense pas que c'est des choses qui vont malheureusement durer longtemps. Donc l'idée c'est de se diversifier, c'est de trouver de nouvelles sources de revenus, agricoles comme non agricoles, sur une exploitation, nous sommes toutes assez grands, on a 300 hectares, 30 hectares de pâture, actuellement sous-valorisé, et une quinzaine d'hectares de vergers, donc 2 hectares de poiriers, 10 hectares de cassis et de grosettes. Actuellement, en termes d'équipement, on est sur des équipements, disons, traditionnels, pour des implantations de culture somme toute conventionnelles, comme on dit. Je ne sais pas d'autres mots pour les caractériser, c'est-à-dire qu'on a de la charrue, du déchômage et puis un semoir rotative combiné. Peu d'équipements en ACS et c'est une des difficultés sur l'exploitation pour passer à un braquet supérieur pour la transition, c'est-à-dire que actuellement je suis plutôt à la recherche et à la location de semoirs extérieurs pour pratiquer efficacement dans ce domaine-là. Il y aura peut-être un investissement potentiel sur une machine d'occasion en semoir à dents. Tout ce qui est le plus basique, mais tout ce qui est le plus essentiel pour commencer la transition d'une façon plus importante. Bien juste, tu es la 3e génération, 4e génération ? Oui. Sur la ferme. Est-ce que tu as hésité à reprendre cette ferme ? Ou pour toi, c'était quelque chose de logique, de perdurer la tradition ou l'héritage? Je ne le présenterai pas comme ça, peut-être que c'est sous-jacent et c'est inconscient. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'agriculture. J'ai un frère et une sœur qui se sentent moins concernés en tout cas par l'agriculture. J'ai eu des bons souvenirs de l'étable l'hiver où j'allais curer les taureaux. Je passais
du haut de mes 12 ans, ou même avant, je passais en dessous le taureau, je le caressais et tout se passait bien. J'ai des souvenirs comme ça, un peu à la Marcel Pagnol, en plus agricole. Et donc, ça m'a toujours intéressé. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconscient? Il y a une volonté de valoriser le patrimoine, c'est-à-dire qu'effectivement, la ferme est dans le giron familial. C'est un outil qui est peut-être à faire, sur lequel il faut enclencher une transition pour qu'il s'adapte au contexte actuel. C'est une certitude, mais il y a un très bon fond. Donc c'est bête de ne pas valoriser quelque chose qui est déjà établi. Et il y a une transition, mais comme dans toute entreprise, il y a besoin d'évoluer et de migrer. Et une volonté de grossir, d'acheter des terres, de louer des terres en plus. C'est pas particulièrement mon projet. Ça ne l'est pas du tout d'ailleurs. Alors après, s'il y a une opportunité, et surtout s'il y a le financement, parce que je pense que c'est des choses maintenant qui coûtent extrêmement cher, et si c'est pour produire, traditionnellement, on voit que c'est des rentabilités qui se raisonnent pour une carrière ou deux. C'est pas des choses sur lesquelles je veux m'engager. Il y a déjà, encore une fois, un bon bâti, il y a 300 hectares à valoriser. À mon avis, à l'heure actuelle, on les sous-valorise. Et c'est l'idée de production en superposition. Mon cassis, si j'arrive à mettre réellement des moutons dedans, ça me fait une deuxième valorisation potentielle de mes cassis. Si je mets des abeilles qui vont dans mes poiriers, dans mes pois d'acacia et ensuite dans mes cassis, ça me fait une troisième valorisation sur le même nombre d'hectares. Ça se trouve, je sèmerai quelque chose dans mes cassis que j'arriverai à récolter différemment. Et ça me fera une quatrième valorisation sur le même nombre d'hectares. Je mettrai du photovoltaïque dessus, et ça c'est bien orienté. Alors il y a plein d'idées, quoi. Il n'y a pas... Non, s'agrandir, ça suppose des investissements forcément en terre, ça suppose des investissements en matériel. C'est des charges de structure qui sont plus assumables pour moi à l'heure actuelle sur une exploitation. Caroline, justement, tu travailles chez l'Allemand Plantcare. Est-ce que tu peux nous présenter l'Allemand Plantcare? Oui, donc bonjour, je suis Caroline de Roglodre et je travaille pour la communication auprès de l'Allemand Plantcare, qui est une société historiquement canadienne, mais qui est une multinationale très implantée en France, qui produit des micro-organismes pour la santé et la nutrition des plantes, pour ce qui est de la division de l'Allemand Plantcare. Donc des micro-organismes principalement vivants pour améliorer la santé et la nutrition des plantes et principalement en destination des agriculteurs. On n'a pas de produits pour les particuliers, on s'adresse à la distribution agricole. Quel type de culture? Alors, on a des solutions pour toutes les cultures, donc grandes cultures, arboriculture fruitière, maraîchage, également pour la foresterie, pour les espaces verts, aussi bien espaces verts urbains que turf. Donc, on a vraiment des solutions pour toutes les cultures. Vous êtes dans la catégorie des biostimulants? Alors, on a des produits biostimulants, on a des produits fertilisants. C'est un petit peu compliqué de catégoriser ces produits-là qui sont parfois avec plusieurs axes, façons d'agir. Donc oui, on a des produits qui sont rangés dans la catégorie biostimulants, on a des produits qui sont rangés en phytosanitaire, comme du biocontrôle par exemple, donc des champignons antagonistes de pathogènes donc qui viennent soigner les cultures et qui sont donc des phytosanitaires, ou des produits fertilisants comme des rhizobiomes, donc des bactéries qui viennent s'associer aux racines des légumineuses pour capter l'azote atmosphérique, donc des petites usines à engrais sous terre, ou des champignons mycorhiziens qui viennent s'associer avec les racines et aider la plante à mieux exploiter les ressources dans le sol. Ce type de produit. On peut faire un peu le parallèle avec les probiotiques qu'on peut prendre nous en tant qu'humains quand on a un désordre
pour mieux digérer, parfois on peut être amené à prendre soit des pro ou des prébiotiques. Mais les plantes, c'est un peu pareil. On peut les aider à mieux digérer en leur apportant des micro-organismes au plus près des racines. Alors, pas seulement pour digérer, hein, mais c'est un exemple qui permet de bien comprendre sur quel type de produit on est. Et justement, on est chez Thomas qui fait partie d'un programme chez vous qui est d'une ferme pilote, l'Allemand. Est-ce que, Caroline, tu peux nous en dire plus sur les fermes pilotes? Et puis, je laisserai après la parole à Thomas pour qu'il nous explique un peu tous les tests qu'ils font. Oui, alors effectivement, on a monté ce projet de ferme pilote qui est directement inspiré d'un programme qui a d'abord émergé dans notre unité d'affaires nutrition animale. Notre idée, c'est que on a des produits qui font évoluer les écosystèmes et donc qui agissent sur un temps long. Et donc, ce qu'on voulait, c'était pouvoir observer l'usage de nos solutions au sein de programmes, mais sur un temps long et en contexte agriculteur. Donc, on a recherché des fermes. Alors, je dis des fermes, mais pour l'instant, on en a une, c'est chez Thomas, donc on y est, où on a un îlot où on teste des solutions l'allemand et un îlot où Thomas continue de façon traditionnelle. Mais quand je dis on teste des solutions l'allemand, c'est pas que avec nos produits, c'est aussi avec toute une réflexion d'évolution de pratiques qui sont aussi mieux pour nos produits, comme l'agriculture régénérative. Moins perturber la vie du sol, c'est évidemment mieux quand on met des micro-organismes dans le sol. Donc dans les fermes pilotes, ce qu'on veut, c'est 2 îlots bien distincts, mais conduits avec la même culture, pour pouvoir comparer avec et sans, et sur le temps long. Et pour pouvoir aussi vérifier, alors pas que, enfin, techniquement, on connaît l'efficacité de nos produits, mais ce qu'on veut voir aussi, c'est la rentabilité sur le temps long, et avec l'hypothèse que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure que les années avancent, puisqu'on apporte une plus grande résilience et qu'on aide la vie du sol. Et tout à fait. Donc, effectivement, l'idée pour l'allemand, je pense que l'allemand a pas mal d'essais micro-parcelles ou des essais pour la réglementation qui prouvent l'efficacité des produits traités, non traités dans un contexte conventionnel. L'idée de la ferme pilote, c'est vraiment de mettre ces solutions-là en comparaison et en association avec des pratiques d'agriculture de conservation. Et donc, c'est pour ça qu'on a isolé dans les différentes zones de mon exploitation un îlot conventionnel et un îlot agriculture de conservation dans lequel on apporte les solutions l'allemand. Et ça permet d'avoir des comparaisons annuelles sur des cultures en comparaison économique sur les marges et une comparaison sur la rotation au niveau économique aussi. Et donc, on intègre... par exemple, dans la partie conventionnelle, les mêmes cultures, mais avec du labour, du déchômage, peu de couverts. Et on compare avec un îlot agriculture de conservation dans lequel il y a du semi-direct, dans lequel il y a du TCS, des couverts, de la fertilisation organique et nos solutions. Et donc l'idée, c'est de se comparer à long terme au niveau de la rotation, sur les marges économiques qu'on arrive à sortir. Et il y a aussi un diagnostic technique derrière ça, avec des évaluations sur la structure du sol, sur la dégradation de la matière organique, et aussi sur des indicateurs de biologie, qui sont des tests qui se trouvent maintenant sur le marché, type Célesta Lab. Ouais, ou les Vabag. Exactement. Donc il y a de multiples tests maintenant qui permettent d'évaluer la dégradation de la litière et la vie biologique qu'on a au niveau du sol via la respiration et compagnie. Même t'as enterré ton slip, non? Exactement. J'ai enterré mon slip et j'ai sorti mes couverts à plusieurs reprises. Bon voilà, c'est effectivement, dans nos fermes pilotes, ça nous permet de faire pas mal de mesures de la biologie du sol.
On a aussi un achat en cours d'images satellites pour voir un peu comment ça se passe. Des évaluations de biomasse via satellitaire, donc qui permettent, avec une finesse assez précise et certaines imageries assez précises, d'évaluer des biomasses dans les zones traditionnelles et les zones agriculteurs de conservation, dans des comparaisons assez fines via ces images. Et de ces résultats, qui s'occupe chez l'Allemand de traiter je dirais, la relation avec Thomas, c'est l'équipe agronomique? Ouais, c'est l'équipe agronomie qui gère ça. Alors avec moi, effectivement, même si je suis une communicante, je suis aussi, mon dada, c'est la vulgarisation scientifique. Et donc, je travaille beaucoup sur le projet Ferme Pilote, en partenariat avec l'équipe agronomie. On a aussi des personnes du service technique en fonction des cultures qui viennent apporter de l'aide. Et l'idée, au-delà d'avoir des mesures et conforter le fait que nos solutions apportent une bonne rentabilité sur le long terme, c'est aussi un outil pour notre équipe commerciale qui peuvent amener des agriculteurs ou des techniciens de leurs clients coop ou négoce localement pour venir discuter avec Thomas de ses pratiques, ses problématiques, pourquoi il en est là, ce qu'il teste, etc., etc. Parce que il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur pour parler à un agriculteur. Voilà, Thomas se pose aussi plein de questions sur comment conduire son exploitation et il est toujours libre de choisir ou pas ce qu'on lui propose de tester. Et donc voilà, il a son franc-parler et il peut expliquer et dire s'il est content ou s'il n'est pas content, si ça s'applique mal ou si ça s'applique bien. Exactement, et donc en dehors du côté de l'allemand, dans ces fermes pilotes-là, c'est aussi pouvoir se former en agriculture de conservation et sur la plantation de couverts par exemple. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir une vue plus globale de mon exploitation et d'avoir des indicateurs et des échanges avec des personnes qui réfléchissent beaucoup plus à leur système. Dans le sens où je pense que pour ma partie conventionnelle, par exemple, on a de plus en plus de défis agronomiques. C'est-à-dire que, par exemple, les labours qu'on faisait traditionnellement entrée d'hiver, qui gelaient et qui se préparaient bien au printemps pour des semis de betteraves, ce n'est plus une réalité. Donc on consomme beaucoup de fuel et beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et donc pour moi, il y a un problème structural et un problème de système à travailler. Et c'est aussi là-dedans que j'essaye de m'inscrire. Dans ce domaine-là que j'essaye de progresser, dans le sens où l'implantation de mes cultures, c'est forcément primordial, et tous les agriculteurs essayent de soigner l'implantation avant d'espérer de faire une bonne récolte. On voit que dans la partie conventionnelle, on a de plus en plus de mal à faire du bon travail. Donc il y a toute une recherche aussi autour du machinisme, il y a toute une recherche aussi sur la structure du sol dans la partie agriculture de conservation. Pourquoi t'en es venu à tester l'agriculture de conservation ? Très bonne question, Caroline. Non, j'en suis venu à l'agriculture de conservation parce que j'ai eu l'occasion d'en visiter plusieurs et j'ai trouvé que c'était le système le plus pertinent sur mon exploitation. En revenant, j'ai essayé de faire une espèce d'audit sur l'exploitation pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Il y a encore beaucoup de choses qui marchent, mais il y a forcément des points noirs, et les points noirs, c'est notamment la vie du sol. Et en fait, ça se concrétise comment ? Ça se concrétise sur des problèmes de rendement. Si je prends depuis 2016, une année assez catastrophique dans le domaine agricole, du moins en grande culture, on a des rendements très irréguliers sur les cultures de printemps, ensuite sur les cultures d'automne. Tous les ans, il y a au moins un sujet, voire tous les sujets qui flanchent.
Et donc, c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'agriculture de conservation, puisque je vois que si on arrive à soigner une implantation, on peut avoir beaucoup plus de résilience. Il faut pas survendre l'agriculture de conservation, mais je pense que à long terme, c'est ce qui restera par rapport à une agriculture qui est plus conventionnelle et plus consommatrice d'intrants, au prix des intrants qui sont à l'heure actuelle. Là, on voit que tu cherches la diversification. Tu fais des bancs de culture, arboriculture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est dans ton terroir quelque chose d'assez innovant dans cette approche-là? C'est une approche assez innovante. Après, historiquement, mon grand-père avait installé des poiriers et des pommiers. On est dans le secteur des fruits du Valois, donc une ancienne coopérative qui a malheureusement fermé il y a plusieurs années. On a toujours notre historique poirier avec 2 hectares. Mais donc, on est bien sur une diversification en conduite en bio. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de rapporter un peu plus de chiffre d'affaires sur des terres un peu plus limitantes par rapport à de la grande culture où on peut casser beaucoup de matériel, on peut consommer beaucoup de carburant pour pas grand-chose au final quand on fait l'étude économique définitive. Et donc, cette diversification-là se rattachait pas mal à mon historique poirier. Et j'ai eu la chance d'avoir l'appui de Fruits Rouges & Co, anciennement Fruits Rouges de l'Aisne, qui est une usine à Laon, donc au niveau local, qui a su signer un contrat avec une valorisation qui me convient. Donc avoir une sécurité sur la période d'installation des cassis et des groseilles. Ouais, en plus, tes cassis, tu les conduis d'une façon un peu originale, non? Oui, exactement. C'est une conduite en tige. Pourquoi? Parce que justement, je suis en bio, je suis avec une récolte machine. Et donc, en fait, la conduite en tige qui consiste tout simplement à bourgeonner le bas du buisson et avoir un buisson plus haut. Et ce buisson est palissé. Ça me permet d'avoir une récolte plus facilitée en ce qui concerne la machine, avoir moins de pertes à la récolte et surtout pouvoir travailler au pied pour désherber convenablement le cassis. Actuellement, en termes de désherbage en conventionnel, c'est du glyphosate, donc on ne sait pas trop l'avenir non plus du glyphosate. Et donc moi, je suis équipé sur un système qui fonctionne bien pour travailler comme un intercept en vigne, le bas du buisson. Et secondo, je suis équipé pour pailler, ce qui me permet depuis l'installation des cassis de passer les périodes de sécheresse aussi, parce que ça crée un système, un microclimat qui est assez positif entre la bande enherbée au centre et le paillage en dessous le rang. Et donc je pense que je passe plus facilement des périodes à risque grâce à ça. Et pour terminer, je vois bien avoir ton sentiment, ton retour sur tu m'avais dit que tu travaillais avec plusieurs COP, si tu peux nous en parler. Quelles sont tes relations? Est-ce que c'est bien de travailler avec plusieurs COP ou d'être juste adhérent d'une? Voilà, les avantages, les inconvénients. Tu travailles aussi, tu fais partie d'une association d'agriculteurs. Enfin, voilà, est-ce que tu recherches quelque chose de diversification de tes sources de... Actuellement, sur la grande culture, effectivement, je fais partie de 2 COP et disons que j'ai 2 négociants avec qui je travaille. Ça permet d'avoir une diversité d'approvisionnement et de vente. Forcément, cette diversification, ça permet d'avoir éventuellement des meilleurs prix dans des périodes d'achat assez forts, c'est-à-dire la morte saison et les achats d'engrais par exemple, parce que cette année, on est sur des achats d'engrais qui nous coûtent cher en grande culture conventionnelle, et ça permet d'avoir différents sons de cloche pour savoir comment acheter et au meilleur prix. Je pense que c'est des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Après, c'est la difficulté avec ces gens-là, c'est qu'on ne trouve pas ou peu d'informations diversifiées
à l'heure actuelle, dans le sens où l'agriculture de conservation, c'est des choses encore assez marginales chez eux, malgré qu'il y ait des bons élèves comme Soufflet ou Aguara. On est obligé d'adhérer à des coopératives, à des associations locales, type agriculture, agronomie, innovation, qui est à proximité et qui me permet d'avoir une approche locale et des échanges avec mes voisins qui sont en agriculture de conservation et de faire intervenir des personnes extérieures plus spécialisées en agriculture de conservation pour avoir un conseil plus précis sur les mises en place de cultures, de couverts et les actualités sur ce marché-là. Et effectivement, cette recherche extérieure, elle peut se faire aussi sur Internet. Elle peut se faire par différents biais. Le fait de faire partie des fermes pilotes l'allemand permet aussi ça, c'est-à-dire d'avoir des contacts avec des personnes spécialisées dans ce domaine-là à l'extérieur. Mais actuellement, c'est les OS, donc les coopératives et les négoces, sont pas forcément très poussants dans ce domaine. Est-ce que tu participes à des programmes ? Je participe actuellement à peu de programmes. J'ai eu l'occasion de participer au réseau Sol Vivant avec Earthworm, par exemple, où Écosystème était partie prenante. Donc je pense que Sol Vivant est un programme de Nestlé, je pense, en lien avec les négoces qui fournissent Nestlé. Donc il y a des choses à aller chercher, notamment ça paye concrètement, ça paye aussi des analyses et des diagnostics au niveau du sol qui sont intéressants et qu'on ne ferait pas soi-même sur son exploitation. En termes de formation, en termes d'information, moi je suis à la recherche en tant que jeune agriculteur d'informations assez pratiques. Néanmoins, je reste en veille informatique. On a l'outil, on a Internet, ce que n'avait pas mon grand-père par exemple à l'époque, et c'est vrai que c'est un outil assez intéressant pour aller voir des différents sujets, des sujets assez spécialisés. Je pense notamment à du thé de compost ou ce genre de dynamique. Comme ça. Voilà, ce genre de dynamique qui sont assez loin à l'heure actuelle de mon exploitation, dans le sens où je ne suis pas prêt à passer le pas, mais ça donne des idées. Tu t'intéresses à la rémunération carbone. Actuellement, en tant que jeune agriculteur, j'ai pu bénéficier d'une aide de l'État pour me faire auditer. Il y a un institut qui s'appelle, ou du moins une société qui s'appelle Périgé. Et donc je me suis fait auditer gratuitement sur mon potentiel stockage de carbone, stockage et non émission de carbone, donc mes crédits. Et donc maintenant je suis dans une période où je vais chercher des clients. Après, pour être honnête, je suis assez perplexe dans un premier temps sur la valorisation du carbone, parce que les prix annoncés sont pas fous à l'heure actuelle par rapport au potentiel et à tout ce qu'on entend sur les besoins de... Aller chercher des clients, c'est quoi? C'est des entreprises comme... Actuellement, il y a des intervenants qui font les ponts entre des grosses sociétés, ou des moins grosses d'ailleurs, et les agriculteurs qui ont des crédits à vendre. Ils les mettent en relation. On formalise un contrat en quelque sorte, et donc on vend ces crédits carbone. Moi, ma problématique, c'est le prix. Actuellement, l'indexation du prix par rapport aux évolutions du prix du carbone à l'avenir. Il y a plein d'interrogations, c'est des choses qui m'intéressent. Ce sera un revenu complémentaire de toute façon bienvenu sur nos exploitations agricoles qui sont pas forcément très bien loties à l'heure actuelle. Mais je suis plutôt dans les starting blocks, mais à l'observation. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu voudrais parler? L'intégration de l'élevage dans des systèmes comme les miens me semble tout à fait pertinent. C'est des projets que j'ai à l'avenir, dans un avenir proche, c'est-à-dire dans 5 ans. J'ai actuellement des moutons sous mes poiriers. Les feuilles sont tombées.
Les bourgeons sont à peine formés. Les moutons n'attaquent pas les bourgeons, donc il y a tout un système qui se fait facilement et sans préjudice par rapport à ma production de poiriers à l'avenir. Au contraire, ça me permet de ne pas faire une dernière tonte avant l'hiver. Je vais essayer de les intégrer dans mes cassis. Ça, c'est beaucoup plus problématique éventuellement avec peut-être l'attrait par rapport aux bourgeons. Mais bon, c'est des choses qui se verront, mais c'est des systèmes qui permettent d'avoir une valorisation supplémentaire sur le même nombre d'hectares. On permet d'avoir d'autres cultures et d'autres sources de revenus. Il y a plein de sujets comme ça. Moi, j'ai monté il y a 3 ans un bâtiment sur lequel je vais mettre du photovoltaïque. Je pense que c'est des sources de revenus qui ne demandent pas grand-chose, juste à être conçues lors de l'implantation du hangar. Donc, c'est-à-dire mettre les bons matériaux pour soutenir une toiture photovoltaïque, mais après, ça permet... La bonne orientation, mais ça permet de valoriser un bâti. C'est tout simple et ça n'engage pas grand-chose. Après, il faut avoir le financement. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est avoir la trésorerie au bon moment pour enclencher le projet. Mais écoute, merci Caroline, et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.